Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos qui commence ce mois-ci avec la rencontre d'un coach français qui coach et qui entraîne en Angleterre, donc pour la fédération anglaise. On va pouvoir parler et aborder le sujet en détail sur son parcours d'enseignant et de coach avec des expériences qu'il peut nous partager sur le haut niveau. Et je pense que ça va être encore une fois une belle rencontre qui va s'intégrer parfaitement dans les séries francophonie et coach to coach. Allez, on y va. Merci d'accepter l'invitation, Alex. C'est un grand plaisir, en tout cas Alexandre, Alex plus intime, mais c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. Je vais poser le sommaire pour tout le monde et après on va rentrer dans le détail. Première partie, D'accord. comme d'habitude. Merci à toi de m'accueillir. Ouais. Première partie du cours historique personnel, présentation personnelle et les premières expériences que tu as pu avoir sur le circuit. Deuxième partie, tes expériences chez Mouratoglou. Partie 3, tes expériences au niveau de la Fédération luxembourgeoise et le travail que tu as pu mener avec Gilles Muller, du coup, ancien joueur pro, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Et dernière partie, ton rôle actuel au sein de la Fédération anglaise et ton travail en tant qu'entraîneur national. On va y passer du temps dans chacune des parties-là, mais je pense qu'à chaque fois, on va pouvoir tirer, et je vais te poser des questions pour aller trouver des enseignements qu'on pourrait prendre, nous, enseignants de club ou même coachs qui nous écoutent. Tu vois. Donc, j'ai hâte de rentrer dans le détail. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde de cette première partie? Ouais. Bon, moi, je m'appelle Alexandre Liziecki. Je suis français, j'ai 47 ans. J'ai une fille de 19 ans. Je suis né à Dijon, enfin à Chenôve exactement, près de Dijon. Et je vis au Luxembourg depuis un peu plus de 15 ans. Et je travaille à la Fédé anglaise pour l'instant à Londres, enfin à Roehampton. Et un petit peu autour du monde aussi, si besoin. Donc déjà, première question, du coup, tu vis au Luxembourg et tu travailles pour la Fédé anglaise, donc du coup, tu fais des allers-retours? Oui, bien sûr, ouais. Ah Oui, oui, oui. ah oui. Ouais. Oui, mais en fait, en tant qu'entraîneur national, si tu veux, je passe quand même beaucoup de temps sur les tournois, Ouais. comme un coach privé, Ouais. mais sous une autre forme, on va dire. Ouais. Et donc, oui, je passe de toute façon, oui, ma vie à voyager, mais ça, c'est depuis un petit paquet d'années. Ouais. C'est un style de vie qui est comme ça, que j'ai choisi aussi. Et voilà, quoi. Mais oui, c'est possible d'être français, être résident luxembourgeois Ouais. et travailler pour des Anglais. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, C'est du comme coup, ça que ça se passe. par quoi ça commence cette carrière d'enseignant professionnel ou en tout cas de coach? Ça commence assez tôt parce que, en fait, en tant que joueur, j'ai vite compris que je pouvais pas gagner ma vie à faire ça. Donc, le rêve s'est arrêté assez tôt pour moi, on va dire. J'étais pas trop mauvais chez les tout petits, mais arrivé 14-15 ans, j'ai compris aussi un peu que, bon, ça allait être difficile. Et donc, j'ai commencé vraiment, j'ai fait un cursus qui est assez classique, je dirais, pour l'époque. J'ai fait initiateur 1, ça s'appelait comme ça à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant de nouveau en France, Oui. mais c'était Oui. initiateur 1, initiateur 2. Et puis, voilà, après avoir passé le bac et un peu visité la fac d'économie, j'ai dû quand même me dire bon, qu'il fallait que je fasse quelque chose un peu plus sérieux. Donc, j'ai passé mon BE. À l'époque, on passait le tronc commun au CREPS. Et moi, j'avais eu une dérogation pour passer et le tronc commun et le BE la même année. D'accord. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. J'ai commencé en tant qu'enseignant pour entraîner les petits. Et tu sentais à ce Avec moment-là mon BE, que quoi. tu avais déjà une appétence pour le haut niveau ou pas du tout? Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter
les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. En fait, pas vraiment. Moi j'avais été sélectionné pour faire. Je faisais partie du comité quand j'étais jeune. Après, j'étais entraîné de ligue. On m'a proposé un pôle. Mes parents n'ont pas voulu. Donc, bon, j'ai commencé un peu à galérer assez vite à 14-15 ans pour choper le bon niveau. Puis après, j'atteignais certaines limites aussi. Hein. Et donc ouais, j'ai toujours eu ce goût-là et ce rêve de gosse, tu vois, de toucher le haut niveau en tant que joueur. Je ne l'ai pas touché en tant que joueur et je m'en suis assez vite rendu compte. Mais en fait, quand j'ai commencé à enseigner, sincèrement, c'était pour gagner ma vie et partir chez mes parents, quoi. D'abord, j'aimais ça parce que je trouvais ça génial, quoi, et que je n'avais pas envie de rester dans un bureau. Et puis, je continuais ma passion. Et je le faisais d'une forme différente, mais c'est parti pas du tout sur je vais partir sur le haut niveau. En fait, la vraie flamme du haut niveau, ça a été Jérôme Golmar, qui était dans mon club au PTT à Dijon. Et voilà, le mec, c'était un pote de toujours. Et tout d'un coup, il est -2, et puis l'année d'après, il est -30, et après, l'année d'après encore, il joue à Gassi à l'Open d'Australie. Si tu veux, nous, on s'est levé à deux plombs, on pleurait devant notre télé, quoi. C'était complètement dingue. Et donc, voilà, en fait, ça nous a donné, à plusieurs potes, mais à moi en particulier, en tant que coach, ça m'a fait rêver complètement, quoi, parce qu'on a vécu ce rêve-là. Nous, on lui envoyait des balles, on était là pour ramasser les balles à ses entraînements, tu vois, parce que c'était notre pote et qu'il faisait un truc qui était pas possible, quoi. C'était juste hallucinant, quoi. Du coup, à ce moment-là, tu es encore BE1. Tu n'as pas encore passé le BE2. Non. En fait, ça, c'est en là 98. Je passe le BE1. Je peux te dire que quand la France est championne du monde, que j'ai eu le BE1 et tout, on a fait quelques teufs à bien rigoler quand même. Non, en fait, c'est au bout de 2 ans. Normalement, il fallait attendre plus, mais moi, j'aime bien demander des trucs, des dérogations à l'époque. Là, j'ai eu la chance de pouvoir passer le BE2 en 2000 grâce au CTR et tout. Bon, moi, j'étais encore... j'étais coach de club et je faisais beaucoup de loisirs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Mais moi, je commençais quand même à former des jeunes, des tout petits. Et voilà, j'avais besoin que ce soit en relation avec la compétition. À ce moment-là, j'avais ce rêve de tout de suite aller vers le haut niveau. Mais c'était l'accès que je pouvais avoir avec le BE2. C'est ça. Donc le BE2, vas-y, marque vraiment cette idée-là, quoi, d'aller vers le haut niveau, de pouvoir. Ouais. Disons que l'anecdote qui est assez drôle pour l'époque. Donc moi, c'est mon CTR qui met la pression absolue pour qu'ils envoient quelqu'un de Bourgogne pour le BE2, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je suis 4-6. Donc, j'arrive là-bas et je passe l'entretien avec Bernard Pestre et une autre dame, je ne me souviens plus de son nom. Et ils me disent, bon, c'est quoi ton objectif? Je dis, moi, je veux coacher un joueur du top 100, quoi. Et la dame se moque de moi, elle explose de rire, elle pouffe, elle me dit, mais tu n'as jamais été joueur, personne ne te connaît, comment tu peux imaginer que tu vas coacher un mec du top 100, quoi. En se moquant de moi, vraiment vulgairement. Et donc, là, Bernard, il est quand même gêné, il dit non, mais bon, et elle surenchérit, enfin bon. Et donc, moi, je dis, voilà, je ne vais pas gagner ma vie en jouant au tennis, ça j'ai compris, mais coacher, parce que c'est autre chose. Ouais, mais il faut quand même me connaître et tout. Je dis, mais je suis là pour apprendre aussi, quand même. Et donc, à l'époque, il y avait deux branches pour le BE2. Il y avait formateur des enseignants, formation de cadre, formateur de cadre, et élite. Et donc, en fait, avec mon classement, à 4-6, je prenais 0 ou 1 sur 20 parce qu'il y avait une note de ranking à l'époque. Et donc, ils m'ont dit, tu peux pas, parce que déjà, même en enseignant, pour partir dans le truc d'enseignant,
tu vas prendre un 4 sur 20, je crois, avec ton classement, quoi. Ouais. Donc, à la démonstration, parce qu'il y a encore une démonstration aussi là-dessus, il faudra quand même que tu sois meilleur et sur ton projet général, il faudra que tu sois au top, quoi. Mm. Je dis, bah, ok, mais je vais Oui. essayer. Ouais. Enfin, donnez-moi ma chance, puis après, on verra bien, quoi. Ouais. Et voilà, là, j'ai passé une année de formation qui était juste exceptionnelle Mm. parce que Patrice Dost et Bernard Pestre sont des gens qui ont compris beaucoup de choses et qui ont beaucoup donné et beaucoup transmis. Mm. À l'époque, pour la préparation physique, c'était Fred Roche. Donc, tout ceux-là, ils avaient quand même participé au développement de la génération Lecomte, Noah Forget. Et Noah en particulier. Et Fred Roche était entraîneur de physique de l'équipe de Coupe Davis depuis des années. Bon, c'était très old school. On a eu la chance aussi d'avoir Degnaud, qui était le responsable à Grenoble, mais où on allait assez régulièrement. Donc, c'était un peu old school, on va dire, si on peut dire comme ça maintenant. Mais moi, j'ai posé, je ne sais pas, 3000 questions. Et surtout, on était un groupe de coachs où moi, j'étais complètement nul par rapport aux autres, quoi. Je veux dire, il y avait Fred Fontan, il y avait des mecs comme ça qui étaient des joueurs, des top joueurs. Et moi, j'étais une buse, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai passé une année, assez exceptionnelle. Mais après, entre stagiaires, du coup, entre stagiaires BE2, il y avait pas, tu sentais pas quand même il y avait la différence de niveau, certes, mais tout le monde était sur le même pied d'égalité, en fait, sur la formation en soi. Où il y avait quand même, où tu quand même sentais qu'il y avait une différence et que les mecs, du coup, ils en jouaient. Ah non, les mecs, déjà, ils en jouaient pas du tout. Ah. Mais la différence, elle existait parce que, quand Fred Fontan, oui. il te dit comment on prépare un quart de finale pour un tournoi ATP, tu l'écoutes, quoi. Mais bon, lui ou d'autres sont tellement humbles et l'ambiance était super bonne. On avait un groupe où on était tous vraiment très différents quand même. Et c'était assez enrichissant parce qu'on était heureux d'être là aussi. Tu vois, quand tu vas 2 ou 3 jours par semaine à Roland, qui était en formation, enfin, pour moi, c'était hallucinant, quoi. C'était incroyable. On a entraîné, enfin, on a fait des séances, on a préparé des séances. Il y avait Grosjean qui s'entraînait, Pioline, qui était au panier et tout. Enfin, c'était juste hallucinant. Et du coup, donc là, cette année de formation se passe bien, du coup. Et comment après, donc tu es diplômé, et après, comment se passe la suite là, avec ça en poche? Ça, c'est marrant parce qu'en fait, donc ça se finit en juin, quelque chose comme ça. On a les résultats et il y a des joueurs qui sortent du giron fédéral, à savoir Lisnard et Malcor, et Jean-René surtout, qui a besoin de quelqu'un qui finit avec Tulane, qui sort du système fédéral et qui veut partir avec quelqu'un de privé, quoi. Et donc, voilà, moi je dis, moi je suis là. Pourquoi pas. Et voilà, c'est comme ça que ça commence pour moi. Donc l'expérience dure entre, je sais pas, 8 ou 10 semaines, je crois. Il me vire juste après l'US Open, alors qu'il a bien joué pendant l'été, tout ça. Il ne se qualifie pas, il perd au premier tour des qualifs à l'US, en jouant très très mal, et le contraire du plan de jeu. Mais voilà, il finit par me dire, écoute, tout est bien, mais en fait, on va arrêter. Je dis, oui, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, tu te débrouilles. Voilà, enfin, depuis, on s'est séparés en très bons termes d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, c'était des contrats à la semaine. Voilà, maintenant c'est fini. Une bonne route. Merci pour toi. Merci pour tout et tout. Bon, j'ai continué un petit peu avec Malcor quelques semaines. Et puis Sarah Pitkowski aussi. Mais moi, après, elle est tombée enceinte, etc. Donc, bon, j'ai rencontré en fait la réalité du circuit très vite. Très tôt. Ça s'est très bien passé avec eux. J'ai de très bonnes relations avec tous ceux-là. Ce qui est chouette, parce que Jean-René a fait quelques semaines aussi avec nous sur le projet de Gilles, presque 15 ans plus tard. Et puis moi, on s'est déjà croisés plein de fois, parce qu'il était sur Monaco. Et voilà, on allait s'entraîner aussi là-bas. Et voilà, c'était rigolo de se revoir. Et du coup, comment on se place où dans le temps par rapport aux premières expériences, ou en tout cas l'expérience que tu as chez Mouratoglou? Ça, c'est assez éloigné parce que. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux pour finir cette partie
Ouais, en fait, entre les deux, je me marie, Oui. j'entraîne une équipe qui est en National 2. J'entraîne en particulier un joueur qui s'appelle Paulo Freitas à -30. J'essaie d'entraîner de, de quelques jeunes un peu en privé comme ça sur la région. Ça se passe plutôt pas mal et je me fais une vie un peu autour de ça.